Allez vieux fou, allez apprendre à boire. On est savant quand on boit bien. Qui ne sait boire ne sait rien. Bienvenue au comptoir de Leslie. Moi c'est Leslie. Ça c'est mon comptoir, vous le connaissez maintenant. C'était important pour moi de commencer sur cette citation parce que c'est de boire dont on va parler aujourd'hui. Alors le sujet de cette émission, voilà, sans transition, ce sera l'ivresse. Bonjour Marie. Bonjour Leslie. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Je vais démarrer encore avec une petite citation, mais promis, je ne vais pas faire que ça. Quelque chose qui va te parler, je pense. Le vin, en brisant les barrières de l'inhibition, nous invite à l'ivresse légère et nous aide à philosopher. Le fameux banquet de Platon. Quoi de mieux en fait que d'aborder le sujet de l'ivresse avec la philosophie. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir avec moi aujourd'hui. Je te présente Marie Robert. Donc toi, tu es professeure et autrice de philosophie, la philosophie au quotidien. Tu as beaucoup d'ouvrages en fait à ton actif. Tu viens d'en sortir un. Tu nous en parleras un petit peu à la fin de l'émission. Tu as aussi, que je suis, un Instagram et un podcast qui s'appelle Philosophie is Sexy et je vous le conseille vivement. Je t'écoute régulièrement et tous les matins, je te lis. Tu partages en fait tes pensées, tes réflexions, tes questionnements sur tout ce qui nous entoure avec la philosophie qui est la tienne et à laquelle que j'adore et à laquelle j'adhère d'ailleurs. Quelle intro, quel accueil. Merci beaucoup. Alors, pour lancer un petit peu ce sujet, toutes les deux en première partie, on va philosopher sur l'ivresse. Ensuite, après toi, Dominique Hutin prendra ta place. Et Eric, mon cher ami et buveur de comptoir, n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il m'a laissé une petite lettre que je vais vous lire du coup. Chère Leslie, je ne serai pas là aujourd'hui. Hier, j'ai un peu trop bu de vin à l'étiquette. Finalement, il est dans le sujet. Au bout de 2 verres, j'étais ivre. Résultat, là ce qu'il ne dit pas, mais j'ai continué à boire au point d'être complètement à la fin, ça on ne le dit pas. Résultat, je me suis réveillée avec une abominable gueule de bois. Je reste chez moi, mais promis, je viendrai à la prochaine émission. Bisous Eric, voilà. Avant de se lancer un petit peu dans le débat, je te propose qu'on se serve un verre de vin. C'est le concept de l'émission. Dans le vif du sujet. Je présenterai... en plus, on est en période de Beaujolais nouveau, donc là, c'est pas du Beaujolais nouveau, mais c'est une cuvée Auchan d'un couple de vignerons qui était anciennement domaine des jeunes pousses. Aujourd'hui, ils ont leur propre vignoble qui s'appelle Obora. Donc, c'est des Beaujolais très friands, très juteux, très joyeux. C'est le genre de vin que j'aime bien proposer à mes invités pour passer un bon moment. Formidable, écoute. Et puis, on va lancer ensuite le sujet. Je comprends pourquoi tu le proposes aux invités. C'est bon, hein. Délicieux. J'ai suivi une conférence sur l'ivresse il y a quelques mois, donc ça a été super pour préparer cette émission. Et il a été introduit, et j'ai trouvé le propos assez intéressant parce que j'y avais jamais réfléchi finalement. L'ivresse est le propre de l'homme parce qu'on est le seul être vivant à boire sans soif. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'y avais jamais pensé. Est-ce que ça te parle, toi, cette phrase ? Oui, alors... Très honnêtement, j'y avais jamais pensé non plus à l'idée de boire sans soif. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire que du coup, la possibilité tout de suite de boire alors qu'on n'a pas soif nous fait réfléchir au désir et à qu'est-ce qu'on va chercher en buvant alors qu'on n'a pas soif. Exactement. Donc immédiatement, tu vois, tu le disais dans ton introduction, c'est déjà une question philosophique, même d'un point de vue physio. C'est pour ça que ça m'avait interpellée. Mais tu parles du désir. Ouais. Je fais juste un tout petit point, on va dire, neuroscientifique sur ce que c'est que l'alcool. On parlera des ivresses, bien sûr, elles sont multiples, mais on se concentrera sur l'alcool, sur l'ivresse liée à l'alcool. L'éthanol, finalement, c'est de ça dont on parle, c'est l'alcool qui est présent dans le vin. Ça a un effet sur les centres de récompense du cerveau, cette fameuse dopamine qui est l'hormone du plaisir, du désir dont tu parlais, de la motivation. C'est vrai que dès qu'on boit un petit peu, tout de suite, l'alcool, l'éthanol nous fait se sentir un peu grandi, on est motivé, on a envie, on est dans une autre disposition d'esprit. Donc, on parlera un petit peu de cette courbe, j'ai fait même une petite courbe des mots. Et ce sera ma première question, des mots de la courbe de l'ivresse. Tu vois, quels sont les différents états, à quel moment on atteint l'ivresse, à quel moment il y a ce point de bascule. C'est une molécule complexe, en fait, l'éthanol, qui vient inhiber le centre d'inhibition. Donc, c'est ce qu'on dit souvent, ça désinhibe. Donc, c'est vrai que tout le rapport à l'ivresse, le rapport à l'alcool, il est en soi philosophique. Et c'est pour ça que c'était important pour moi qu'on puisse en discuter ensemble.
la première question que j'avais envie de te poser, d'aborder, qu'on en discute ensemble, c'est qu'est-ce que l'état d'ivresse finalement? Est-ce qu'on peut la définir? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord en tout cas sur nous, le terme de l'ivresse, qu'est-ce qu'il représente pour nous? Alors, je ne sais pas si on peut tout à fait se mettre d'accord, parce qu'effectivement, tout dépend, je dirais, de la hiérarchie des états. En tout cas, si on veut faire très simple et le plus consensuel possible, ce qui n'est jamais évident dans une définition, il y a une chose, un socle, c'est de dire c'est une perte momentanée et plus ou moins durable de la conscience immédiate. Donc, il y a vraiment cette idée, et on le voit bien... Tu le disais en introduction, quand Eric dit c'est au bout de 2 verres, alors certains c'est au bout d'une gorgée, d'autres au bout de quelques bouteilles. En tout cas, il y a cette idée que ma rationalité est un tout petit peu attaquée au moment où je suis dans l'état d'ivresse. Donc, d'ores et déjà, le premier point, la chose la plus importante à saisir, et c'est curieux que ce soit un sujet pour autant philosophique, c'est que l'ivresse, c'est « ouf, ma conscience est dans le flou ». Mais alors, c'est ça en fait, j'avais fait cette petite échelle des termes avec l'ivreté, donc quand ça commence, la griserie, quand on sent d'ailleurs griserie, on sent très bien, on est dans cette zone. Griserie, ça vient de ce mot-là. De la zone grise. La zone grise, entre le noir et le blanc. Je sens que je suis un peu, mais je peux encore reprendre pied. Et donc toi, tu dirais que l'état d'ivresse, c'est pas seulement que la conscience est modifiée, c'est qu'elle est floue. Exactement, c'est pour ça que j'emploie le terme flou plus que modifié, parce que finalement elle est déjà un peu dans l'ivreté, elle est déjà un peu aussi, encore un peu plus dans la griserie. On sent qu'on n'est pas tout à fait aussi vif et aussi rapide, mais c'est là où effectivement c'est important un petit peu de définir, mais c'est difficile, c'est que la griserie, moi j'ai l'impression que ça renforce, il y a ce côté un peu, tout d'un coup tu te crois pas, tu fais plus de choses, tu es capable de plus de choses. Mais en fait tu as tout à fait raison. Mais c'est pas du tout contradictoire. C'est que quand je dis que tu es moins vif, c'est peut-être, le terme n'est pas le bon, c'est plutôt que tu es un peu moins rationnel. Donc peut-être que ta rationalité te censure moins. Oui, c'est pour ça aussi que tu plonges un peu plus et que ça te donne un peu du baume au cœur, parce que justement ça désinhibe, parce que ta rationalité tu la mets un tout petit peu de côté. La fameuse petite voix qui te dit tu vas être franchement ridicule ou tu vas peut-être te planter sévèrement se met un peu à distance. L'ivresse, quand je te disais c'est un peu plus le flou, c'est-à-dire, et on le voit d'ailleurs, tu parlais des neurosciences, mais on le sait, c'est que ton état vraiment de conscience est quand même beaucoup moins clair. Donc ça ne veut pas dire que tu es en perte de conscience, c'est important de le dire, c'est juste que vraiment on va un peu plus loin, et quand je dis flou, c'est pas uniquement flou parce que tu vois plus clair, c'est parce que vraiment ta conscience met plus de temps et dans une zone encore plus que grise, c'est-à-dire dans une zone vraiment diffuse. Qu'est-ce que je suis en train d'entendre, qu'est-ce que je suis en train de décider? Donc c'est un état vraiment très particulier que celui de l'ivresse. Qu'on recherche a priori complètement quand on consomme de l'alcool. Alors avant justement d'aller plus loin, quand on parle de l'ivresse, par exemple, toutes les métaphores, je suis ivre d'amour, tout ce qui va toucher au sens peut apporter de l'ivresse. L'ivresse d'une musique, l'ivresse du toucher, etc. Comment c'est perçu d'un point de vue philosophique, cette ivresse qui n'est pas liée à l'alcool? Et puis ensuite, on reviendra plutôt à la partie vin. Alors justement, l'ivresse qui n'est pas liée à l'alcool, alors on déforme en fait le terme parce qu'il vient de l'alcool, mais on s'intéresse plutôt à l'état, et effectivement cet état, on l'a dans d'autres circonstances. Et en fait, tu le dis très justement, quand on dit « je suis ivre d'amour », ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois cette idée de conscience un peu floue. Quand on est très très amoureux, notre rationalité, elle est aussi attaquée, elle est aussi floue, on ne prend pas les mêmes décisions, on est obsédé par certains sujets, et tu l'indiques aussi, on part de la conscience pour aller dans le corps. Et en fait, que ce soit l'ivresse liée au vin ou que ce soit l'ivresse liée à la beauté, à l'amour, à tout ce qui fait quand même le charme, au toucher, le charme, aux odeurs, à tout ce qui fait le charme de nos vies, c'est que vraiment, il y a ce double mouvement de la conscience et des sens. Et c'est ça qui fait que l'ivresse est un état si intéressant, c'est que ce n'est pas une perte sensorielle, mais au contraire, ça peut être un accélérateur aussi des sensations. À la différence, dans ta hiérarchie, on n'a pas parlé de l'ivrognerie, pardonne-moi. Voilà. Ni des 3 petits points. Ni des 3 petits points, parce que là, où là, on est dans l'anesthésie. Donc là, c'est le point de bascule, en fait. Donc là, les sens sont complètement mis de côté. Dans l'ivresse, on a ce flou de la conscience, mais c'est aussi hyper-présence
d'essence. Et effectivement, c'est pour ça que c'est un état qu'on retrouve bien au-delà de la consommation d'alcool, mais dans tout ce qui finalement nous emmène un peu ailleurs et accentue notre intensité d'existence. Mais donc au démarrage, quand on parle des ivresses liées à l'amour et autres, ça part de l'état d'ivresse lié à l'alcool. Oui. C'est comme ça on a fait une sorte de rapprochement entre ce qu'on peut ressentir avec l'ivresse et comment on se sent avec les sens qui sont modifiés. Et quand on dit ivre d'amour, c'est justement parce qu'on arrive à peu près dans un état similaire sans avoir besoin de consommer d'alcool. Où on fait un peu n'importe quoi. Exactement. Pourquoi cherche-t-on l'ivresse, toi, à ton avis ? Pourquoi l'homme a toujours et depuis longtemps cherché l'ivresse ? Parce que finalement, cet état de flou qu'on essaye là de définir est passionnant. Pourquoi ? Parce que c'est comme toujours, quand on va explorer d'autres, ça nous emmène en fait dans d'autres territoires de la conscience, d'autres territoires du corps. Et en fait, ça participe aussi à une redécouverte. Et pourquoi, et on va sans doute l'évoquer, pourquoi l'ivresse étant liée à la créativité, étant liée à ce moment où, tiens, je m'aperçois de certaines choses, où j'ai des nouveaux raisonnements, ou alors je vais devenir tout d'un coup tellement pertinent et avoir tellement de répartie. Les gens ne le savent pas encore, mais c'est là. Parce que cet état qui n'est pas de l'anesthésie et qui est un peu plus que de la griserie, va justement nous permettre d'utiliser d'autres sphères de notre pensée, de les redécouvrir. Et on le disait, il y a un contrôle de la rationalité bien souvent. Et le problème, c'est que la rationalité, on a des schémas de pensée qui sont à peu près toujours les mêmes. Alors parfois, on essaye d'être inventif, mais enfin, toujours est-il que c'est quand même compliqué et on tourne un peu parfois en rond avec nous-mêmes. Donc, cet état d'ivresse permet, d'utiliser d'autres spectres, de mobiliser un concept que j'aime beaucoup qu'on appelle la vicariance. La vicariance, c'est un mot atroce, super moche. Je n'avais jamais entendu la vicariance, d'ailleurs. Je te l'offre. Mais un mot intéressant, c'est quand on utilise, c'est un vicaire, quand on utilise un autre, par exemple, je ne sais pas, pour ouvrir ta bouteille de vin, tu vas être privé d'un tire-bouchon, donc tu vas utiliser un autre objet. Une chaussure, ça marche très bien. Vicariance, j'utilise une autre voie. Eh bien, l'ivresse nous engage, d'un point de vue rationnel, à utiliser d'autres voies, d'autres schémas. Que la rationalité. Que la rationalité classique qu'on a, habituelle. Donc évidemment, c'est quand même très intriguant. C'est comme une aventure. Tu vas explorer autre chose. Donc sans doute qu'on le recherche parce que c'est rare dans la vie de pouvoir explorer. C'est vrai, sauf quand on est enfant. Sauf quand on est enfant. On découvre tout. Voilà. Enfant, amoureux ou ivre. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc en fait, est-ce que l'ivresse, rechercher l'ivresse, c'est quelque part essayer de se soustraire à sa réalité ? Je ne sais pas si c'est uniquement se soustraire à la réalité ou peut-être avoir une perception différente de la réalité. C'est pour ça que pour moi, l'ivresse, c'est vraiment pas s'y soustraire au sens où tu as envie de rester dans la réalité. Regarde, on le disait, chercher à être désinhibé, chercher à être plus pertinent, c'est chercher à habiter encore plus la réalité. C'est pas du tout, c'est très différent de je suis dans mon lit avec un médoc et je réponds plus de rien. Je veux plus voir du tout le monde extérieur et je veux me cacher sous ma couette. L'ivresse, souvent, c'est un état que tu recherches en étant dans une fête, autour d'une table, dans un rendez-vous amoureux, ou alors que tu disais un petit verre parce que, allez, je vais à une réunion hyper importante et j'ai envie d'être désinhibée. Donc, au contraire... Alors non, je ne bois pas avant d'aller à une réunion de travail pour les clients qui me regardent. Je bois au comptoir parce que c'est le sujet. Mais non, mais oui, tu as tout à fait raison. C'est complètement dans la réalité, en fait. Et on parlera aussi des façons de boire. Il y a eu pas mal de courants de pensée sur les façons de boire. Est-ce qu'il y a des bonnes façons de boire ? Mais c'est sociabilisant. Et puis, l'alcool, en fait, à la fois ça désinhibe, à la fois ça donne du courage. Il y a à la fois cette entase. Ce qui est marrant, c'est qu'à la fois, il y a l'impression qu'on est vers l'extérieur, qu'on est en extase, qu'on est plutôt participatif et sociable. Et en même temps, il y a cette entase. L'alcool permet une sorte de concentration à un moment, à une certaine quantité, évidemment, et donc d'être créatif et d'être beaucoup plus dans la réflexion et la concentration en soi-même. C'est ce qu'on ne dit pas d'ailleurs souvent, parce qu'on a l'impression que tout de suite, dès qu'on boit, on perd un peu ses moyens. Mais non, il y a vraiment une phase où l'alcool, l'éthanol, permet une sorte de focus. Ouais. D'où l'ivresse créatrice, mais bon, toujours ce point de bascule qui, à un moment, va peut-être... qu'il n'est pas évident de cerner. Exactement. Je voulais partager avec vous une lecture que j'ai faite qui était assez intéressante, tu me diras ce que tu en penses. Le vin est une boisson hors du commun. Ça, on est tous d'accord, je crois. Et donc, l'incorporation
de l'alcool, il parle du vin en l'occurrence, n'est pas anodine et participe de fait à l'identité du sujet. La consommation de vin donne toujours lieu à une lecture qui renvoie à un moment dans l'histoire de la construction de la personne. Donc effectivement, et aujourd'hui encore plus, j'ai l'impression où on est un petit peu dans une société hygiéniste, healthy, etc. Faut bien manger, faut pas trop boire. D'ailleurs, faudrait presque pas boire. Alors que finalement, on se rend compte que l'ivresse, c'est pas l'ivrognerie. C'est pas la déchéance, c'est un état qui peut permettre beaucoup de choses et des choses positives aussi. Oui, mais tu l'as dit et tu vois, il nous a fallu déjà ensemble cheminer et dialoguer pour prendre la mesure de la distinction. Or, on est quand même dans des sociétés où on est un peu dans le noir et blanc. Clac, clac. Et effectivement, il faut vraiment apprendre la nuance. Mais comme tu le disais, ce point de bascule, il est tellement difficile à trouver que c'est difficile du coup de valoriser quelque chose, sachant que l'individu qui entend va se dire « Non mais comment ça mais être ivre, ça n'a jamais aidé personne ». Il faut faire preuve de subtilité. Et c'est ça qui est compliqué quand tu es dans un propos qui est souvent dogmatique sur le mode de vie, et encore plus quand ça touche au corps, quand ça touche effectivement à ce qu'on va consommer, on est dogmatique, donc on est un peu rapide dans « Ah non, l'ivresse, ça me met à l'écart ». Ce point de bascule, pour le trouver, comme tu le dis, pour être dans cette consommation juste, mais aussi dans ce juste rapport à l'état que ça suscite, peut-être qu'il faut avoir une éducation à l'ivresse. Et là, on touche à quelque chose de très délicat, parce que l'éducation à l'ivresse, comme pour tout le reste, ça se travaille, ça s'apprend, c'est culturellement. Tu m'as présenté cette bouteille de vin, tu vois, on raconte et on est dans un récit. Pas évident. L'éducation à la culture des produits, mais pas forcément du coup de l'ivresse, mais plus de l'alcool. Totalement. Qu'est-ce que c'est que l'alcool? Ses vertus en tant que molécule, quelque part. En tant que produit culturel concernant le vin, on est bon. C'est de la culture en fait, c'est de la culture et de l'histoire. Et je pense que d'ailleurs dans l'histoire on brasse beaucoup de choses quand on est enfant, et c'est vrai qu'à aucun moment on parle des terroirs de France. Moi j'ai appris la géographie, alors je digresse, mais j'ai appris un petit peu la géographie, les départements et même les topographies grâce au vin. Ouais. Parce qu'avant, Et puis là finalement, où qu'on aille en France, je parle pas du monde, mais ne serait-ce qu'en France, il y a du vin partout, c'est des histoires, des hommes. Voilà, après, c'est cette question de punir, de bloquer ou d'éduquer, elle est hyper intéressante. Donc, sans que ce soit l'éducation à l'ivresse, c'est l'éducation au produit. Et après, oui, il y a un pendant. Mais ce qui est très particulier, et tu le dis, c'est qu'en fait, ce qui est curieux, c'est qu'on n'en parle quand même pas du tout. Alors moi, j'enseigne, et puis en plus, j'ai créé des écoles, et je peux te dire qu'effectivement, il n'y a jamais dans le programme ce moment... À quel niveau scolaire ? Bon, maternelle, primaire, on va peut-être pas commencer tout de suite. Quoique, dans l'histoire de l'humanité, il y a une forte présence quand même culturelle du vin, de ce que ça représente, aussi bien économiquement que sociologiquement, que philosophiquement, etc. Mais effectivement, on ne l'a pas du tout dans l'éducation. Par contre, c'est une donnée qui peut être très présente dans notre vie adulte, dans le partage autour d'une table, même dans un rendez-vous professionnel, quel vin, de quelle manière, que choisir, quel est le bon accord, etc. Où tout d'un coup, il faut au contraire... Il vaut mieux savoir de quoi on parle. Il vaut mieux savoir et être capable. Donc c'est assez curieux, parce qu'il faut faire sa propre éducation à un moment, en fait, une fois devenu adulte. Et qu'est-ce qui, si on repart beaucoup plus en arrière, qu'est-ce que disent les philosophes de l'époque? On parlait de Platon au début, mais voilà, quelle est leur perception de la table, de l'alcool, de l'ivresse, de ces états d'ivresse? Alors, chez Platon, mais dans l'Antiquité, je dirais en général, c'est un sujet très présent, puisqu'on retrouve non seulement Dionysos, le dieu du vin, donc qui est présent dans toute la mythologie. À lui. Exactement, à lui. Des fêtes dionysiaques, où vraiment, non seulement on recherche cet état d'ivresse, mais c'est consacré, en fait. Ces 3 jours, ou ces plusieurs jours sont consacrés à ça. Alors, non seulement aux vendanges, etc., à ce que ça représente, mais aussi à sacraliser cet état d'ivresse. Donc c'est présent dans la mythologie, c'est présent dans la pensée, et c'est présent chez Platon dans l'idée où, alors attention, on n'est vraiment pas dans l'ivrognerie, c'est pas du tout ce qu'il valorise, mais par contre on est vraiment dans cette puissance créatrice. C'est ça. Ouais. C'est ça. Chez lui, ce qui est présent, et notamment dans le banquet, on est dans cette puissance de création qui va être dévoilée, dans cette autorisation aussi
dans ce que ça déclenche, dans le rapport à l'autre, dans l'esthétique, dans une vision en fait nouvelle qui est recherchée. Donc c'est très présent, c'est très valorisé. Chez Aristote, l'ivresse est également, la question de l'ivresse est également présente, mais plus dans l'effet. Il est plus dans une étude presque physiologique de « Ah tiens, qu'est-ce que ça fait quand on est ivre ?» Il a pas mal parlé de la gueule de bois aussi. Exactement, ce qui l'intéresse comme souvent. Aristote se pose toujours des questions très bizarres. C'est très intéressant. S'il a des réponses sur comment gérer une gueule de bois, ça m'intéresse. Non mais chez Aristote, il y a toujours ce rapport où effectivement il se pose des questions comme pourquoi les chatouilles, pourquoi la gueule de bois. Donc on est dans la recherche du corps, mais c'est un questionnement présent. Donc c'est assez amusant de se dire que dans l'Antiquité, la philosophie ne fait pas du tout, en fait un sujet finalement, un sujet qu'on aborde, que ce soit intellectuellement, physiologiquement, d'un point de vue naturaliste, d'un point de vue esthétique. L'ivresse est là. Oui, c'est ça, mais j'avais lu un petit peu, notamment sur la pensée grecque, où eux, ce côté esthétique dont tu parles, déjà on l'a parfois par les représentations sur les tableaux, mais c'est boire, oui, tant que ça favorise la sociabilité, l'être ensemble, ce côté public en fait, et quand tu ne fais plus partie de l'ensemble social, là c'est plus la bonne ivresse, quoi, comme s'il y avait aussi un... Oui, et là c'est pour ça peut-être que l'Antiquité nous sensibilise déjà à cet entre-deux, à ce point de bascule en fait. L'ivresse, et on le voit d'ailleurs dans tous les banquets, on sert du nectar, en veux-tu, en voilà. Oui, parce qu'ils se font couler aussi, ça va. C'est très visuel, très présent, et c'est du partage. Et au contraire, c'est un incitateur aussi à la discussion et aux discussions qui s'éternisent sans fin, comme dans tous les dialogues de Platon. En revanche, l'ivrogne qui est à l'écart et qui va avoir un comportement finalement qui va mettre en péril ce faire société, qui se joue autour de la table, là, est complètement jugé et déconsidéré. Donc on est vraiment, finalement, l'Antiquité nous propose une ivresse clé en main, qui est en fait, l'ivresse du partage. Une partie très jolie, très esthétique, presque incitée à être vécue. Totalement. Et puis le pendant, c'est, non, si point de bascule, tu t'arrêtes parce que là... Voilà, parce que là, vraiment, t'es gênant. Tu viens en marche, t'es gênant, c'est sûr. Et on a tous vécu des moments gênants, moi en tout cas. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi, Leslie, pour ce sujet passionnant. Et on aura, à mon avis, plein d'autres occasions d'en parler, d'aller encore plus loin. Juste avant de partir, est-ce que tu peux nous parler de ton livre qui vient de sortir, je crois ? Avec grand plaisir, ça s'appelle donc Une année de philosophie, c'est chez Flammarion et en fait c'est une sorte de recueil de tous les posts que je publie sur Instagram tous les matins, puisque tous les matins à 7h, 2200 signes, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, tu me fais penser que je n'ai pas encore abordé le sujet de l'ivresse. Voilà. Alors je suis sûre que là tu me tends la perche et l'idée justement c'était de faire un objet papier de ce que je publie en digital avec 1000 thématiques abordées et la seule contrainte c'est chaque matin à 7h qu'on ait bu ou non la veille, se connecter à sa pensée. Voilà, je te suis moi tous les matins et je continuerai et je relayerai le post sur l'ivresse avec hâte. Merci. Merci beaucoup, Merci Marie. pour tout. À très bientôt. À bientôt.